Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à ce cycle de conférences organisé par la Fondation de l'innovation pour la démocratie. Pour rappel, la Fondation est une organisation panafricaine qui a pour ambition de faire émerger de nouveaux modèles de démocratie qui sont inscrits dans l'histoire, les cultures et les territoires africains. Pour cela, la Fondation se base sur différents partis pris, l'intelligence collective, l'implication des jeunes, des femmes et des diasporas, la recherche autour des savoirs et des pratiques endogènes et le réarmement de la pensée, chantier auquel contribue ce cycle de conférences qui dure toutes les 2 semaines jusqu'au mois d'octobre de l'année. Je suis Guy-Franck Cédric Dely, chargé de projet à la Fondation. Ce soir, mon rôle il est purement technique, assurer le bon déroulement de cette conférence. Cette semaine, on vous propose d'écouter Samira Sabou autour de la thématique vers une démocratie substantive en Afrique. Deux points, héritage, résistance et horizon possible. À la modération, Fadoua El Menzi, jeune activiste marocaine. Je vous souhaite une très belle conférence et n'hésitez pas à nous informer depuis quel pays vous nous suivez. Bonne conférence à tous et à toutes. Merci. Merci Guy. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Je m'appelle Fadoua El Menzi. Je suis féministe et activiste engagée dans la valorisation des savoirs et des voix citoyennes à travers notamment les initiatives communautaires. Donc, je suis la présidente et la cofondatrice de la coopérative de tissage Tissia au village d'Anfgou, au Atlas, au Maroc. J'ai le plaisir et l'honneur de modérer cette conférence intitulée Vers une démocratie substantive en Afrique, héritage, résistance et horizon possible, organisée dans le cadre des conférences de la Fondation de l'innovation pour la démocratie. Cette rencontre nous invite à aller au-delà des formes institutionnelles de la démocratie pour questionner sa substance, ce qui la rend vivante, ce qui la fond dans nos histoires, nos luttes, nos langues, nos imaginaires et surtout ce qu'elle peut encore devenir à l'échelle du continent. Et pour cela, nous avons la chance d'être accompagnés par une femme dont la voix compte aujourd'hui sur le terrain de la vérité, de l'engagement et de la liberté. Madame Sabira Sabou, elle est journaliste, blogueuse et militante nigérienne. Elle est l'une des figures majeures de la liberté de presse en Afrique francophone. Son courage, elle l'a démontré face à la censure, à la répression et dans ses prises de position constantes pour la justice et la démocratie au Niger et au-delà. Aujourd'hui, elle nous fait l'honneur de partager avec nous sa lecture du moment démocratique que traverse notre continent africain entre héritage historique, lutte citoyenne et chemin à tracer ensemble. Madame Sabou, encore merci d'être parmi nous et la parole est à vous. Bonne conférence à toutes et à tous. Merci beaucoup, Madame Fadoua. Je vous remercie. Merci à tous les participants pour votre présence. C'est un plaisir, en tout cas, d'être parmi vous. De prime abord, je, je tiens, en tout cas, à marquer ma solidarité au nom de tous les journalistes qui sont et les activistes qui sont actuellement en prison ou qui sont disparus pour leur opinion, pour leur positionnement, autant pour la démocratie que pour des valeurs universelles. Donc, c'était pour moi aussi très osé dans ce contexte de l'AES de prendre la parole au nom pour traiter d'un sujet tel que la démocratie, qui tend souvent à être, si on peut le dire, criminalisé. Donc, ces derniers jours, j'entendais effectivement un des présidents de l'AES expliquer que aujourd'hui, on ne doit plus parler de démocratie dans notre zone, mais qu'on doit parler de refondation. Donc, ainsi, on se sent souvent mal à l'aise face à ceux qui ne veulent plus entendre parler de ces valeurs, mais des valeurs pourtant qu'on retrouve même dans le processus de la gestion militaire dans laquelle nous sommes actuellement. Donc,
C'est très difficile de prendre la parole. C'est souvent dans la peur qu'on la prend pour parler de tels sujets. Souvent, les mots, nous devons tourner notre langue 7 fois avant de parler. On ne sait pas à qui on a affaire. Et j'ai aussi naturellement cette crainte de me dire que peut-être qu'il y a des agents du renseignement parmi nous. Mais bon, je tiens à dire, comme souvent nos professeurs le disent, dans les murs universitaires, en tout cas dans le domaine de la réflexion, dans le domaine de la science, je pense que l'opinion est permise. Donc, sans plus tarder, je vais tenter en tout cas le mieux que je peux selon mon engagement, mon activisme au nom des droits humains, au nom de la bonne gouvernance, tenter en tout cas de traiter de ce thème, donc vers une démocratie substantive en Afrique, donc les héritages que nous avons, les résistances de l'heure actuelle et les horizons qui seront éventuellement possibles, surtout dans la zone. Je parlerai plus particulièrement peut-être du Niger, parce que c'est le pays dans lequel je vis actuellement et où justement il y a beaucoup de remises en question. Donc la démocratie est souvent définie par ses mécanismes institutionnels et ses processus électoraux. Pourtant, une approche plus profonde, dite démocratie substantive, met l'accent sur les résultats concrets en termes de justice sociale, de participation effective des citoyens et de respect des droits fondamentaux. Donc, je pense que ces dernières années, en tout cas en ce qui concerne la participation effective des citoyens dans la gouvernance, a été beaucoup remise en question, d'où justement ce qui a expliqué, en tout cas, la remise en cause des démocraties au niveau du système démocratique au niveau de l'AES. Donc, loin de se limiter à l'organisation aussi des scrutins, cette démocratie vise l'épanouissement collectif et l'équité sociale. Et souvent, quand on parle de démocratie, en tout cas, nos concitoyens la limitent au scrutin, des scrutins qui sont de plus en plus contestés, où il est souvent dit que il y a une mainmise occidentale, donc au nom du positionnement, en tout cas, de certains individus, certains politiciens qui sont en faveur de l'exploitation des ressources naturelles. Donc, dans le contexte africain, et en particulier dans des pays comme le Niger et les membres de l'Alliance du Sahel, ici le Burkina Faso et le Mali, la question d'une démocratie plus inclusive et en phase avec les réalités locales se pose aujourd'hui donc avec beaucoup d'acuité. Cet exposé explore donc cette dynamique en 3 parties. D'abord, en revisitant les héritages historiques, ensuite en identifiant les défis et les formes de résistance actuelles, et enfin en esquissant aussi les perspectives d'une démocratie substantielle ancrée dans les savoirs et les initiatives locales. Donc, en ce sens, en parlant de savoir et initiatives locales, souvent je m'offusque quand les gens disent que la démocratie nous est importée, et pourtant, il en est loin d'être cela. Elle est effectivement ancrée dans nos cultures, dans nos valeurs, et nous allons le voir tout à l'heure. Donc, revenir de loin, héritage et rupture historique. Donc, l'Afrique a une longue tradition de gouvernance participative et de gestion collective des affaires publiques que l'on retrouve dans les conseils des sages, là, donc l'arbre à palabre, comme on dit souvent aussi, les chefferies coutumières ou les pratiques de décision par consensus. Ces pratiques de décision par consensus, on évoque le cas du Niger par exemple, c'est ce qui est reproduit dans ce qu'on appelle les tribunaux communaux de communes. Et au niveau de ces tribunaux, on part chercher justement dans les valeurs que nous avons, où il est dit que, en tout cas au Niger, à travers la gestion des chefferies traditionnelles, il n'y avait pas un système de prison. Donc, il y avait un système justement de consensus où on amène le plus fort à raisonner souvent
pour aussi contenter celui qui est moins fort. Donc, c'est pas, il ne s'agit pas de réprimer, d'emprisonner, etc. Donc, c'est vraiment le consensus que ces juges de commune tentent de trouver à travers la médiation. Donc, toutefois, la colonisation a imposé des méthodes politiques exogènes qui ont bouleversé ces structures à travers notamment justement le système d'emprisonnement, des prisons qu'on a constatées. Il y en a actuellement, ce sont d'ailleurs dans ces prisons souvent de l'époque coloniale que sont emprisonnés en tout cas les délinquants et autres, ceux qui commettent les délits d'opinion, etc. Et ces prisons, souvent, n'ont même pas été changées. Elles sont encore dans la même forme, en tout cas, de l'époque coloniale dépassée. Elles ne répondent d'ailleurs plus aux normes actuelles. Et en tant qu'ex-prisonnière, donc, je peux y attester. Donc, les indépendances ont certes apporté une autonomisation politique, mais souvent sous des formes institutionnelles calquées sur des modèles occidentaux, déconnectés des dynamiques socio-politiques locales. Au Niger et dans les pays de l'AES, les expériences démocratiques ont été marquées par des alternances souvent conflictuelles, des coups d'État et des tensions entre gouvernants et population. La question se pose donc à savoir comment reconstruire une démocratie qui ne soit pas un simple emprunt institutionnel, mais un système adapté aux réalités locales. Donc, certes, là, on parle de refondation, de souverainisme, etc. Mais dans le fond, nous sommes encore avec les mêmes formes d'institutions, les mêmes pratiques, les mêmes façons de faire. Peut-être qu'avec, en tout cas, les réformes à venir, je peux dire dans le cas du Niger, je ne sais pas si au Burkina, en tout cas, ils ont pu parvenir parce qu'eux, ils ont déjà fait les assises nationales. Je pense qu'ils ont déjà produit une constitution, idem pour le Mali. Le Niger, nous sommes en train d'emboîter le pas. Mais dans les perspectives actuelles, en tout cas, il n'y a pas une remise en cause des institutions dans leur fonctionnement tel qu'elles le sont actuellement. Donc, d'où l'abord du deuxième point de notre exposé. Donc, contre vents et marées, défis et résistances. Les défis de la démocratie en Afrique sont multiples. Donc, il s'agit justement des crises institutionnelles et des gouvernances aussi qui sont souvent fragilisées par la corruption, l'instabilité politique, la faible transparence. L'instabilité politique, nous constatons de plus en plus justement quand un président détient tous les pouvoirs, ils essayent de s'accaparer au maximum sans justement se ressourcer, comme je disais tout à l'heure, aux principes et aux valeurs, en tout cas ancestrales, où on requiert de plus en plus de dialogue, où il était requis, pardon, d'avoir un dialogue entre les différentes classes et ça a disparu avec le temps. Et pour se maintenir au pouvoir, justement, les gouvernants ont utilisé de tous les superfuges, dont notamment la corruption et les médias et les acteurs de la société civile ont été réprimés. Donc, d'où le manque de transparence qui nous a conduit, en tout cas, dans les situations actuelles. Et un autre point aussi concerne les tensions sociales et les fractures aussi communautaires, donc l'inégalité, les conflits interethniques, les défiances envers les institutions. Quand vous prenez par exemple le cas de Niamey, quand vous allez à 900 km à Magaria, mais ils vous disent qu'eux ne sont pas concernés par la gestion de Niamey. Ce sont des luttes politiques en tout cas qui ne les concernent pas parce que difficilement souvent l'État parvient à être présente en tout cas au niveau de certaines zones, tout comme la zone des trois frontières où je me rappelle, il y a un chercheur qui me disait que quand vous allez vers cette zone Tilaberi, Tilaberi, Torodi, quand vous demandez à certaines populations sur quel territoire elles se trouvent, est-ce qu'elles se trouvent au Niger, au Mali ou au Burkina, elles ne sauraient même pas vous répondre parce que dans ces endroits, il n'y a même pas de classe, il n'y a pas de système sanitaire,
il n'y a pas de système de sécurité. Donc, ce sont des populations qui sont laissées carrément à elles-mêmes. Tandis que le troisième point de ces défis, en tout cas, c'est l'influence aussi extérieure et les enjeux géopolitiques qu'il ne faut pas non plus négliger lors souvent de certaines élections, en tout cas les élections que nous avons eues. Je parlerai encore une fois du Niger en référence. Nous avons eu en tout cas des ministres d'autres pays occidentaux qui viennent avant l'annonce des résultats des élections nous dire que, bon, eux, ils pensent que celui-là est le meilleur des présidents. Donc, ça crée des remous. Et voilà, donc le poids des anciennes puissances coloniales, donc, qui sont souvent taxées d'ingérence, qui fait que la démocratie est souvent remise en cause et critiquée. En tout cas, le modèle, si on peut dire passé ou présent, je ne saurais que dire. Donc, face à ces obstacles, les populations africaines, et notamment celles du Niger et de l'AES, déploient des stratégies de résistance et d'innovation. Donc, et ces stratégies, en tout cas, après le coup d'État, nous avons constaté que les OSC ont été renforcées parce qu'elles ont joué justement le jeu pour asseoir justement les militaires, de même que justement les médias traditionnels et les médias citoyens. Donc, contrairement justement au régime passé où les organisations de la société civile et les OSC ont contesté, en tout cas, ils étaient le contre-pouvoir justement face à certains abus. Là, quand il y a eu les coups d'État, ils ont été appelés pour, en tout cas, asseoir, si on peut dire, la refondation, comme c'est dit, la souveraineté, etc. Donc, toujours en termes de stratégie de résistance et d'innovation aussi, donc nous avons constaté aussi des recours justement aux valeurs et au système de gouvernance endogène. Donc, certains mouvements ont prôné un retour à des formes de gestion collective, donc inspirées justement de nos traditions. Et il y a eu aussi des initiatives locales pour l'inclusion. Tandis que, en ce qui concerne la justice sociale, en tout cas pour le cas du Niger, elle est toujours clamée. Au Burkina, il y a eu en tout cas des arrestations des personnalités des régimes précédents, mais je pense que d'un contexte à un autre, les raisons certes globales des coups d'État, des remises en question de la démocratie, étaient autant des raisons de sécurité, autant la faillite de la démocratie, mais aussi l'injustice sociale. Donc, chaque État a eu sa façon, en tout cas, de régler les choses. Mais au Niger, en tout cas, il y a certains courants qui sentent que ce n'est pas tout à fait abouti. Mais l'un dans l'autre, moi, à mon avis, en tout cas, ils ont suivi les préceptes ou en tout cas, l'héritage qu'on avait justement en matière de gestion de certains conflits, où tout à l'heure, j'évoquais le cas du consensus. Et effectivement, ceux qui ont détourné les deniers publics en vertu des législations du Niger, dont je ne connais pas les articles avec précision, il est indiqué que une fois que vous remboursez les sommes détournées, que vous n'allez pas en prison. Donc, à la date d'aujourd'hui, en tout cas, beaucoup sont en train de réclamer qu'il y ait plus de transparence justement dans cette justice sociale. Mais c'est compliqué. C'est compliqué au risque justement de créer certaines tensions. Et là, nous évoquons, en tout cas, le gouvernement évoque davantage le pardon et, si on peut le dire, l'oubli. Donc, ce qui va aussi en contresens, en tout cas, des principes, si on peut dire, de la démocratie, de la transparence dans la gestion des biens. Donc, quant au troisième point relatif à notre exposé, donc il s'agit d'aborder en tout cas les perspectives et les horizons
en vue d'une autre forme de démocratie. Donc, selon nous, plutôt que de reproduire des modèles qui sont déconnectés des réalités africaines, il s'agit de repenser la démocratie à partir des savoirs locaux. D'ailleurs, c'est ce qui est réclamé, tout ce qui est occidental, ce qui est en référence avec ce qui n'est pas nous, ce qui ne nous ressemble pas, en tout cas est de plus en plus rejeté. Donc, en s'appuyant, on peut le faire en s'appuyant justement sur les trois leviers principaux que sont la valorisation des traditions intellectuelles africaines. Je pense qu'il y a beaucoup d'auteurs qui ont écrit à ce sujet. On peut aussi s'appuyer sur une participation citoyenne réelle. Donc, au-delà du vote, la démocratie substantielle exige une implication active des citoyens dans les décisions politiques à travers des vraies assemblées populaires. Nous avons vu comment, en tout cas, les assemblées s'étaient constituées avant les coups d'État. C'était des députés qu'on indexait souvent d'acheter, en tout cas, les votes. Il y a eu beaucoup d'images qui ont passé et concernant justement des distributions de billets de banque dans des sacs de riz. Alors que si on se réfère justement à nos quand le chef voulait prendre des décisions, quand le chef traditionnel ou le roi, etc., voulait prendre des décisions, il appelait sa cour, il leur expliquait les décisions qu'il veut prendre et il les envoyait à travers tout un cérémonial, des tam-tams, le nombre de coups de tam-tam explique qu'il faut se rassembler autour du marché à tel endroit pour discuter de telle et telle chose. Donc, vraiment, la population était impliquée. Et aujourd'hui, justement, nos assemblées ne reflètent pas tout à fait, en tout cas, ces réalités. Donc, il doit y avoir davantage de consultations publiques et des budgets participatifs. Aujourd'hui, même à travers justement cette refondation dont nous évoquons, au niveau, en tout cas, on a organisé les assises nationales à Niamey. Certains ont encore clamé qu'il n'y a pas eu suffisamment d'implication. Donc, c'est aussi ça le paradoxe de la gestion militaire. Souvent, on pense qu'elle n'est que typiquement autoritaire et c'est ce que je trouve en tout cas intéressant parce qu'aujourd'hui, ça nous permet d'avoir toujours de la voix. En tout cas, nous autres qui parlons de démocratie dans un contexte militaire qu'on penserait complètement fermé à, aux principes démocratiques. Donc, en tout cas, lors des assises, nous avons constaté que la rhétorique était souvent de dire que les assises étaient inclusives. Et cette rhétorique, elle venait du haut, elle venait des organisateurs, du ministère de l'Intérieur, du gouvernement même, et où justement ceux qui n'ont pas pu participer physiquement aux assises, on leur a permis de critiquer à travers des notes qu'ils peuvent transmettre à qui de droit ou à travers justement des débats télévisés ou sur les réseaux sociaux. Donc, le troisième et dernier point, donc, qui, selon nous, peut en tout cas constituer une démocratie, en tout cas une autre forme de démocratie acceptable peut-être pour nos populations, c'est de renforcer l'autonomie économique et politique de nos États. Donc, une démocratie forte repose bien sûr sur une souveraineté économique. Ça a été beaucoup soulevé lors des mouvements qu'il y a eu, qu'il fallait sortir du franc CFA. Je ne sais pas si c'est aussi aisé que ça. En tout cas, le départ n'a pas été, en tout- n'a pas été mis sur la table. C'est plutôt des revendications. Donc, je pense qu'à ce niveau aussi, le débat a lieu d'être. Il faut interroger les professionnels du domaine pour que aussi dans 10 ans, 15 ans, ça ne soit pas aussi la raison ou une des raisons qui sera évoquée, en tout cas pour conduire nos États dans une logique d'instabilité ou de souveraineté, si je peux le dire, c'est le mot éthique. Donc,
Ainsi, donc, à travers donc une souveraineté économique, on peut espérer justement une indépendance vis-à-vis des ingérences extérieures et aussi le développement de politiques économiques et locales et la maîtrise des ressources stratégiques sont essentiels pour asseoir une gouvernance stable. Donc, au moment de cette refondation, en tout cas, pour ce qui concerne le pétrole nigérien, nous avons eu en tout cas beaucoup de remises en question. Donc, il n'y a pas que les Français, en fait, qui ont subi justement certains désagréments. Il n'y a pas que les intérêts français, il y a eu aussi justement les intérêts chinois, donc qui ont aussi été visés, où il était requis, en tout cas pour le gouvernement du Niger, que, en tout cas, les biens ou les ressources générées par le pétrole puissent davantage profiter aux Nigériens qu'ils ne profitent aux Chinois. Parce qu'en effet, justement, les Chinois avaient des salaires qui sont plus élevés que ceux des Nigériens, alors qu'il était évoqué que les ressources, en tout cas, sont d'abord nigériennes. Donc, c'est autant d'éléments, je pense, justement, en termes de démocratie, en tout cas, pour asseoir une vraie démocratie, une démocratie substantive en Afrique, il est nécessaire de revoir. Donc, autant il y a des choses qui sont faites allant dans ce sens, autant aussi il y a des éléments qu'on peut remettre en cause, donc en termes de principes et de valeurs démocratiques. Donc, en conclusion, nous dirons que la démocratie substantive en Afrique ne se limitera pas à l'amélioration des processus électoraux, mais passera par une transformation profonde de la gouvernance, enracinée dans des réalités locales. Le Niger et les pays de l'AES, Mali, Burkina, en dépit des crises. Je m'excuse, j'ai été un peu coupée. Donc, je disais, le Niger et les pays de l'AES, en dépit des crises et des contestations, offrent un laboratoire d'expérimentation politique qui pourrait inspirer un modèle plus inclusif et plus adapté aux besoins des populations africaines. Une autre démocratie est possible à condition qu'elle soit portée par une volonté collective de réappropriation des savoirs, des valeurs et des mécanismes de gouvernance propres à l'Afrique. Je vous remercie. Merci Samira pour ta conférence enrichissante. Est-ce que Fadwa est présente pour qu'on passe à la phase des échanges? OK. Oui, je suis là. Eh ben, je remercie beaucoup Madame Samira Sabou pour la qualité de son intervention. Elle a ouvert d'abord la conférence en exprimant sa solidarité avec tous les journalistes et activistes et citoyens emprisonnés ou criminalisés pour la liberté d'expression, d'avoir exercé un droit basique, et je porte ma voix haut et fort pour la rejoindre dans cette solidarité. Donc, dans la conférence, il y avait une redéfinition de la démocratie, donc une démocratie de résultats et d'engagement. Madame Samira, elle a souligné que la démocratie telle qu'elle est souvent perçue en Afrique et se limite aux élections. Or, la démocratie substantive, eh bien, au-delà, elle repose sur l'engagement réel des citoyens, vise l'épanouissement dans la vie sociale, économique et politique. Et donc, l'héritage, la deuxième partie, c'était héritage et déconnexion des systèmes actuels. Donc, en explorant l'histoire des systèmes africains, Madame Samira a mis en lumière un héritage riche de gouvernance par le consensus, fondé sur la médiation et le dialogue communautaire. Cependant, en fait, la colonisation a bouleversé cet héritage et ces pratiques, notamment par la répression
et l'imposition des modèles étrangers tels que l'emprisonnement et l'indépendance, plutôt que d'amorcer un retour au système enraciné localement, a souvent reproduit des formes de gouvernance occidentale déconnectées du terrain, des coutumes et des réalités africaines. Alors, pour les perspectives, il y a 3 leviers pour une démocratie enracinée, pardon. Donc, selon Madame Samira, il est urgent de cesser de calquer des modèles extérieurs qui ne correspondent pas à nos sociétés. Et donc, pour ça, il y a 3 axes pour bâtir une démocratie qui nous ressemble. La valorisation, donc premier axe, c'est la valorisation des savoirs intellectuels africains. Donc, reconnaître nos penseurs, nos traditions politiques et notre mémoire collective. Deuxième axe, implication active des citoyens dans la vie politique. Donc, à travers des assemblées générales, enfin des assemblées, des assises, des consultations publiques et des espaces de dialogue ouverts. Et troisième axe, c'est le renforcement de l'autonomie économique et politique des États. Et donc, un exemple où voilà ce qu'on doit penser pour l'avenir, envisager une sortie du franc CFA peut déjà être un symbole qui est déjà un symbole d'une dépendance économique toujours présente. Donc, dernière conclusion. Donc, il nous faut une démocratie à notre image. La démocratie en Afrique ne doit pas se limiter aux urnes, elle doit devenir un modèle inclusif, enraciné dans nos valeurs, nos cultures, nos aspirations, et où chaque citoyen a sa place et sa voix. Voilà, j'espère que ma synthèse a été un peu... J'ai essayé. Et vraiment, merci Madame Fadwa. pour la qualité et pour toutes ces informations-là. Et voilà, je prends les questions. Si vous avez des questions à poser à Madame Samira Sabou, avec grand plaisir. C'est ça en vrai. Merci Fadwa. Alors, pour faciliter ces échanges, je vais juste demander à celles et ceux qui souhaitent prendre la parole de cliquer sur l'émoticône lever la main et on se chargera d'ouvrir le micro pour les échanges avec l'intervenant du jour. Je rappelle que l'émoticône lever la main est juste là-haut, près de la mention participant. La parole est à vous, chers participants et participants. Je pense qu'il y a Madame Delors. Delors Nesmond. Allez-y, Delors. Vous avez l'autorisation d'ouvrir le micro. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Merci pour cet exposé très pertinent. Alors moi, c'est une question d'actualité en lien effectivement avec l'intervention. Et ce qui a retenu mon attention, c'est la question du tout répressif qui a été hérité de la démocratie occidentale. Quand on regarde ce qui se passe dans nos pays aujourd'hui, que ce soit sur le plan politique ou la question de la société civile, on constate aussi ces velléités de musellement de toutes voix discordantes, y compris même des voix des syndicalistes, alors que on se disait que la liberté syndicale, on ne devrait pas la toucher. Justement, comment la démocratie substantive peut aider à venir à bout de ces systèmes répressifs, de cette démocratie, avec ce tout répressif-là. Et comment nous, en tant qu'acteurs pro-démocratie, on peut influencer ces processus quand on voit aujourd'hui le bâillonnement des voix discordantes, ce qui fait la peur, suscite la peur, l'inquiétude, personne ne veut être arrêté aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle alternative? Merci. Je reprends au fur et à mesure. Ouais, je pense que c'est mieux ainsi, le temps que les autres questions nous parviennent. Oui, merci beaucoup. Delors, ma très grande chère amie,
qui m'a supporté lors de tous mes emprisonnements, dont l'institution était toujours, en tout cas, prête à aider. Et j'en suis reconnaissante. Euh, je pense que là encore, la réponse est dans nos valeurs ancestrales. Je dis souvent aux gens quand je me rappelle, parce que j'ai un grand-père qui a dirigé, en tout cas, qui a été chef de canton de Birnin-Konni au Niger. Et je disais, en fait, je me rappelle, euh, quand quelqu'un a une plainte, mais tu viens la faire directement au niveau du chef. Aujourd'hui, les chefs ne sont pas accessibles. Certes, il y a plusieurs paliers, il y a plusieurs niveaux. Et je pense que je l'ai évoqué tout à l'heure. En tout cas, au Niger, on s'est largement inspiré de cette démarche. Donc, nous avons des tribunaux au niveau des communes. Si vous êtes mécontent, en tout cas, vous avez accès directement à un format, en tout cas, de chef où vous pouvez aller demander une résolution, en tout cas, de crise. Là, on parle à une échelle qui est un peu plus élevée. Donc, vous me demandez comment, justement, les acteurs peuvent faire face à ce musellement. Je pense que souvent, on n'en parle pas souvent. Ce musellement aussi est la conséquence de certaines actions. Je pense qu'à un certain moment donné aussi, on avait beaucoup de liberté, mais on s'est rendu, en tout cas, euh, certains ont abusé de ces libertés, si je peux le dire ainsi, par nos façons de faire, par aussi le langage aussi utilisé. Donc, je ne dis pas qu'il est normal hein, d'user souvent d'une certaine violence, d'une certaine force, de moyens aussi abusifs. Je ne dis pas que l'État ou les hommes politiques doivent user de tous ces moyens, en tout cas, pour résoudre certains, en tout cas, certains problèmes qu'ils ont face aux acteurs de la société civile. Mais si on se mettait aussi à leur place, on comprendrait que nous avons intérêt à changer la manière dont nous luttons. Parce que les époques ont changé, le mode de gouvernance a changé, et il faut comprendre aussi qu'il y a d'autres impératifs comme la sécurité. Donc, en vertu de tous ces éléments, chacun essaie de se protéger. Et on se rend compte, en tout cas pour le cas du Niger, du matériel. Beaucoup de matériel ont été achetés pour réprimer justement les manifestations parce que les gouvernements ont souvent eu crainte ou ils ont crainte que les manifestations qui visent des revendications vont finir par les faire tomber à travers des marches qui vont arriver jusqu'au palais présidentiel. Donc, ils ont vu ça une fois, deux fois arriver dans certains pays. Donc, ils prennent les dispositifs et les moyens pour que cela n'arrive pas. On a vu les différentes manifestations en Europe, comme en France par exemple, avec les gilets jaunes, etc., comment ça a été réprimé jusqu'à ce que, en tout cas, ils parviennent à une certaine accalmie, mais là aussi après le dialogue. Donc, ce que je me dis, en fait, nous devons œuvrer en tant qu'acteurs de la société, en tant que journalistes, nous devons œuvrer pour aller justement dans une logique de dialogue, l'arbre à palabre qu'on avait, trouver toujours des canaux pour qu'on puisse échanger. Dans le cas du Niger, par exemple, la crise dans laquelle on est, c'est plutôt une crise entre hommes politiques. Donc, le dialogue n'a pas été possible pendant des années entre déjà acteurs de la société civile. Pendant 10 ans, on n'avait pas pu rencontrer un président de la République, donc pour poser des doléances. Quand les militaires sont venus, la première chose qu'ils ont faite, c'est d'asseoir déjà ce dialogue, d'asseoir cette proximité. Je pense qu'il nous revient justement d'avoir cette intelligence, de comprendre que les moyens de lutte, en tout cas agressifs, ne vont, à mon avis, plus fonctionner. Il faut être plus stratégique. Il faut se baser aussi sur des recherches qui ont été faites, sur des chercheurs, sur certains acteurs, en tout cas de la société, pour faire aboutir certaines revendications. C'est ce que je peux dire. Merci. Merci, Madame Sabou, pour votre réponse. Je me demande, est-ce qu'il y a y a-t-il une autre question?
Je vais regarder dans la conversation. Oui, j'ai également regardé dans la barre de conversation, mais je pense qu'il n'y a pas de préoccupation. Et au passage, j'ai pu voir un pouce d'Elor Nesman, donc je suis rassuré que Samira a peut-être a su répondre à ses attentes. C'est parfait pour nous. Donc, on va demander s'il y a d'autres personnes qui souhaitent prendre la parole, de juste lever le... Ah voilà, Nesman dit merci. Donc, on va demander aux participants et aux participantes qui souhaitent prendre la parole pour des échanges avec Madame Samira de bien vouloir prendre, lever la main, prendre la parole. OK. On a Monsieur Ibrahima qui souhaite prendre la parole. Donc, on ouvre son micro et il est autorisé à prendre la parole. Monsieur Ibrahima, vous êtes autorisé à ouvrir votre micro. Le micro, il est juste là-haut, près de la caméra. Vous nous recevez, Monsieur Ibrahima? Sinon, vous pouvez laisser la question dans la barre de Sinon, conversation. c'est ça, c'est ça. C'est ça. En attendant de récupérer Monsieur Ibrahima, est-ce qu'il y a une autre personne qui voudrait poser une question ou prendre la parole? Je pense que Samira a été tellement majestueuse que tout a été, Je confirme. Très tout a été clair. bien Apparemment. compris, tout est assez clair. J'avoue que c'est l'une des conférences à laquelle je participe et qui a qu'une seule préoccupation soumise. Bah, une préoccupation en termes de contribution parce que Nesmo est aussi une spécialiste de ce genre de questions, habituée des plateaux TV. Donc, je suppose que voilà, elle était dans un élément habituel. Ouais. Donc, à l'exception de Nesmo, s'il y en a d'autres, je pense peut-être Nesmo a encore levé la main. Donc, en attendant d'avoir M. Ibrahima, on va redonner la parole à Nesmo. Non, Allez-y, Madame Nesmo. je laisse le micro pour Ibrahima parce qu'il a levé la main avant moi. Ensuite, Ouais, on a des problèmes parce qu'Ibrahima n'arrive pas à avoir accès à son micro. Donc, tu peux y aller le temps que... Oui, moi, la question que je veux poser aujourd'hui, c'est en termes de perspective. Comment on voit avec toutes ces fluctuations en Afrique de l'Ouest francophone et aussi dans le monde avec ces montées des nationalismes et aussi voilà l'extrême droite, et comment on voit le multilatérisme dans la démocratie substantive? Quel le regard qu'on voit aujourd'hui? Enfin, la perspective pour demain, d'ici 5 ans, moi, j'aimerais avoir l'avis de Samira Sabo sur la question, ma sœur. Oui, cette question, je pense que elle devrait s'adresser aux spécialistes de la question. Mais bon, à mon avis, aujourd'hui, en tout cas, certes, il y a une montée du nationalisme, mais tout à l'heure, j'ai vu et de protectionnisme aussi, justement. J'ai lu une information, mais que j'ai pas eu le temps de vérifier. Donc, c'est à prendre avec des pincettes. Allô? Ouais, j'ai été coupée. Donc, c'est à prendre avec des pincettes, mais j'ai vu qu'en tout cas, il y avait un problème au niveau de la bourse aux États-Unis, donc avec toutes les réformes
qui ont été en tout cas mises par Trump, justement, dans une logique de protectionnisme, de nationalisme, où il a surtaxé en tout cas les produits qui sont importés. Je ne sais pas si c'est effectivement le repli sur soi, est-ce que c'est tout à fait la solution? Parce que de la même manière qu'il y a eu, je pense, des répercussions, en tout cas sur l'économie aux États-Unis, nous aussi ici au Niger, je peux dire qu'on ressent en tout cas cette fermeture que, qui a été en tout cas requis ou qui a été un mode de gouvernance pendant les 18 derniers mois. Donc, actuellement, en tout cas, il y avait une de nos banques qui a été en faillite, qui a dû être enflouée. Donc, peut-être que, bon, je me dis que autant certaines politiques aussi, si on regarde plus loin, le nationalisme peuvent aussi avoir des répercussions, je me dis, sur l'environnement. On va peut-être importer moins, nous allons consommer plus du local, faire vivre en tout cas nos petits producteurs et autres. Plus loin, je pense que, bon, euh, on ne peut pas, aucun pays en tout cas ne peut vivre en autarcie. Avec le temps, on a vu l'Algérie, en tout cas, par exemple, et la France, où à un moment donné, il y a eu une cassure pendant presque 14 ans. Hein. Donc, ils sont en train de reprendre doucement les relations. Donc, je me dis que dans le cas de l'AES, de l'Afrique francophone, c'est juste une période pour réajuster, en tout cas, certains textes, comme ils l'ont dit, eux aussi, en tout cas, les gouvernants militaires que nous avons actuellement au Niger, des textes qui datent des années 60 et qu'il faille aujourd'hui réadapter aux réalités actuelles. Euh, je pense que c'est on est en train de réajuster les relations mondiales. Euh, et comme tu l'as dit, c'est pas juste en Afrique de l'Ouest, c'est partout dans le monde, en passant de l'Europe en Amérique, à l'Afrique, je ne dirais même pas juste l'Afrique de l'Ouest, à beaucoup de pays africains, chacun sent la nécessité de se ressourcer, de retourner aux valeurs. Et c'est tant bien, tant qu'on ne coupe pas, en tout cas, tous les ponts. C'est ce que je me dis, que les liens, au moins les liens entre les hommes restent. Et maintenant, quitte à refonder justement certaines pratiques d'échange, certaines pratiques de communication, etc. Merci. J'espère avoir répondu. Merci. Merci Samira et merci à Nesmond d'entretenir la conversation. Et M. Ibrahima nous a Oui. partagé sa préoccupation dans la conversation chat. Il me semble qu'il a des réels soucis avec son micro peut-être. Mais je retransmets la préoccupation de M. Ibrahima. Elles sont deux. La première est la suivante. La démocratie substantive rime-t-elle avec la dictature? Deuxième préoccupation, la démocratie substantive est-elle une approche révolutionnaire pour se libérer du modèle occidental? Voilà les deux préoccupations de M. Ibrahima. Samira, ton micro, il est fermé. Oui, c'est ça. Oui, excusez-moi, j'étais un peu distraite, oui. La première question? Est-ce que la démocratie substantive rime-t-elle avec la dictature? Et la deuxième, c'est la démocratie substantive est-elle une approche révolutionnaire pour se libérer du modèle occidental? Oui, donc est-ce que la démocratie substantive rime avec la dictature?
Moi, je me dis que oui, c'est une opinion, hein. C'est une opinion et d'après le vécu que nous avons actuellement, en tout cas pour le cas spécifique, j'ai vu aussi cela au Mali. Au Burkina, c'est un peu plus compliqué. Euh, mais tout le processus, en tout cas, de mise en place de la refondation ou du système souverainiste s'est fait sur la base des principes démocratiques. Déjà, pour choisir même le président du CNSP, en tout cas, les échos que nous avons eus, c'est que euh, plusieurs corps des forces de défense et de sécurité se sont réunis et ils ont passé au vote, ils auraient passé au vote pour justement déterminer qui devrait diriger. Mais bon, chemin faisant, il semblerait que, en tout cas, comme disait l'autre au Burkina, celui qui a fait la chose, c'est pour lui la chose. Donc, pour répondre justement à la question, il y a des parties, oui, où on sent davantage, euh, ou dans certaines pratiques, on sent, oui, la dictature, mais dans certaines pratiques aussi, on reconnaît la nécessité des gouvernants actuels de se référer justement aux valeurs culturelles ou ancestrales des principes démocratiques que nous avons. Justement, si vous prenez un autre exemple, le président des assises, en tout cas qui se sont déroulées au Niger, ils sont partis chercher un chef de canton. Donc, ce qui est quand même assez symbolique comme approche. Et comme je le disais, pour aussi déterminer qui seront les porteurs de voix de l'ensemble de la population, il a été demandé au niveau, c'est toujours sous cette gouvernance militaire hein, dont je parle, donc il a été demandé au niveau des communes d'identifier des représentants pour venir parler au nom de la population, au nom de l'arrondissement communal. Par la suite, ils se sont rendus au niveau départemental, justement pour qu'on puisse là aussi filtrer ceux qui vont parler au nom du département. Et par la suite, ils sont partis encore à un niveau plus haut, au niveau des gouverneurs. Il leur a été demandé aussi de procéder à ce filtrage. Et ce sont tous ces membres qui se sont retrouvés à Niamey. Donc, pour venir constituer, en tout cas, les personnes ou les voix qui vont porter, en tout cas, qui devaient porter la charte de la refondation, qui est en quelque sorte la Constitution. Donc, et comme je le disais dans mon intervention, ce qui nous rassure, en tout cas au Niger, c'est qu'il y a quand même ces principes ou ces fondements, en tout cas de démocratie qui sont là. Je ne dirais pas autant hein, du Burkina, par exemple, où souvent, quand j'écoute justement le président Ibé, personnellement, moi qui porte des valeurs de défense des droits humains, de bonne gouvernance, etc., de démocratie, je suis très mal à l'aise et je me sens, en tout cas, et quand il était venu au Niger, au Palais des Congrès, j'étais dans la salle et j'étais justement mal à l'aise et peut-être que ça, oui, c'est une façon dictatoriale où il n'y a pas de fenêtre, en tout cas pour d'autres façons de faire. Et je me dis que même le concernant, oui, le dialogue peut amener justement au fait qu'il change de façon de faire. J'ai vu qu'au vu de la pression internationale sur les exactions qui se faisaient à l'encontre des peuples, j'ai constaté quand même qu'il y avait une tentative de la part du gouvernement d'expliquer qu'ils sont ancrés dans des valeurs justement de respect de certains principes démocratiques, de droits humains, etc. Et ça, ce qui répond un peu à la question de Desmond tout à l'heure, où je disais, en fait, il est nécessaire d'approcher aujourd'hui ces gouvernants
dit soi-disant dictatoriaux, il est nécessaire de les aborder avec une autre approche. Et pas que eux, hein, il y a des gouvernants civils souvent qui ont des pratiques. Moi, quand j'ai entendu lors d'une conférence qu'on a eue dernièrement, les pratiques au niveau du Comore, par exemple, au Comore, où il n'y a qu'une seule télévision nationale et vous avez un gouvernant qui est civil. Ces pratiques ne seront pas pensées, en tout cas, c'est inimaginable comme pratique au Niger. Donc, je me dis que il faut que les populations puissent s'approprier de nouvelles formes de dialogue. Et ces formes de dialogue existent, qui puissent s'appuyer justement sur des principes de plaidoyer où on s'appuie sur des répondants de la société, des voix qui sont fortes, qui sont porteuses, pour que puissent aboutir justement, en tout cas, certaines luttes, certaines revendications qui sont saines. Et je crois que c'est toujours par le dialogue, en tout cas, que les peuples se sont construits. Et ce dialogue, nous l'avons en Afrique, il faut s'y référer. Il faut s'y référer, il faut revoir ces principes justement de dialoguer parce que toute la démocratie, au finish, si on regarde les principes démocratiques, reposent sur ces fondements-là, sur ces valeurs de dialoguer justement selon des règles et des principes. Je pense que tout le monde est doté d'un bon sens, même quand on est militaire, il faut juste savoir comment aborder les uns et les autres. Donc, et comment se libérer du système occidental, la deuxième question, justement à travers une démocratie substantive. Est-ce qu'on doit se libérer d'un système ou d'un autre? Je pense que chacun a adopté la démocratie à sa manière. Hein. Si je regarde ce qui se fait, je reprends toujours les exemples de l'AES. Hein. Si je regarde ce qui se fait au Burkina, où quand quelqu'un critique, on le prend, on l'enlève, on l'amène sur le terrain, mais en tout cas, selon l'héritage, en tout cas que nous avons ici au Niger, c'est pour le moment, en tout cas, c'était inimaginable que cela se fasse. Au contraire, ce qu'ils ont fait, ils ont plus recruté. Je pense qu'ils ont recruté en tout cas des dizaines de milliers. Hein. C'est des chiffres qui sont très élevés, très évoquants. Donc, ils ont plutôt préféré recruter des gens, montrer un niveau de responsabilité et parce qu'il faut se dire une chose aussi, et peut-être que c'est là, je vais finir avec ça, c'est peut-être là que la communauté internationale, je me dis, a échoué. En tout cas, il y a des instances aussi au-dessus de nos États. Je pense que ce qui se fait au Burkina, il y a la Cour pénale internationale, il y a des institutions qui sont là, qui doivent aussi, en tout cas, alerter et qui doivent également, en tout cas, contribuer à faire cesser certains principes. Mais l'un dans l'autre, je ne pense pas qu'il y a un système purement occidental ou peut-être purement africain. Chacun a pu s'adapter. Je me rappelle, il y a quelqu'un qui disait lors d'une conférence, effectivement, que la démocratie à la française n'est pas identique à la démocratie à l'allemande, ni la démocratie à la canadienne, où vous n'avez même pas de président, vous avez un premier ministre, ni la démocratie à l'américaine, où vous avez des grands électeurs. Donc, au fur et à mesure, et on l'a constaté justement au niveau de l'AES, malgré qu'ils ont voulu refonder, qu'ils ont voulu réformer, etc., faire du nouveau, on se rend compte qu'il y a sur certains éléments où la marche n'est pas identique parce que les peuples ont des acquis que, en tout cas en termes de démocratie, en termes de valeurs, en termes de façon de faire, que les militaires savent qu'ils ne peuvent pas piétiner. Je me souviens que quand ils allaient, je finis avec ce point-là, quand certains d'entre eux allaient au niveau des chefferies traditionnelles, ils arrivaient avec leurs chaussures, leurs bottes militaires, ils s'asseyaient sur justement la chaise, comme le feraient justement d'autres cultures, si on dirait peut-être les Occidentaux ou autres, mais ils ont été vite rappelés à l'ordre en leur disant attention, ces chefs-là sont là pour rester, vous allez partir. Et ces chefs, il y a des valeurs qui sont là. Vous ne pouvez pas rentrer chez eux, venir vous asseoir sur des chaises, alors qu'eux, ils se remettent assis à terre. Donc, je me dis que, en tout cas,
c'est plutôt à chaque peuple, en tout cas, de s'approprier ou de refonder son système le plus convenable. Parce que l'administration qui était là aussi, il ne faut pas oublier qu'elle a été installée, c'était aussi pour permettre, en tout cas, la gestion de certaines ressources qui quittaient nos terres pour partir justement ailleurs. Chemin faisant, les choses se sont développées. Il fallait aussi gérer les territoires. Donc, la gestion s'est faite aussi de la façon dont on connaît. Merci, j'espère avoir répondu à vos préoccupations. Merci. Alors, je pense que si M. Ibrahim Agnang en commentaire nous dit « Merci Samira, c'est satisfaisant comme réponse ». Donc, on arrive au terme de cette conférence. Je vais passer la parole à la modératrice du jour et ensuite à Samira pour son mot de fin. Et moi, je clôturerai la conférence. Parfait. Merci beaucoup, Madame Samira Sabou, pour cette prise de parole forte, lucide et profondément ancrée dans nos réalités africaines. Je tiens à vous dire que votre intervention nous rappelle que la démocratie ne peut être un simple mot importé, ni une procédure vide. Elle doit être un projet vivant, construit à partir de nos histoires, de nos résistances et surtout de nos imaginaires collectifs. Merci parce qu'aujourd'hui, nous repartons avec les clés précieuses, la nécessité de valoriser nos savoirs, de créer des espaces ouverts pour la participation citoyenne et de penser une souveraineté réelle, économique, politique et culturelle. Et je tiens aussi à remercier tous les présents et les présentes pour votre attention, votre engagement. Je veux juste souligner que ce type de rencontre nourrit nos réflexions, mais surtout, il fait germer des actions concrètes. Et pour ça, un immense merci à la Fondation de l'innovation pour la démocratie pour la création de ces espaces et d'avoir rendu cette rencontre possible. Continuons à rêver, à construire et surtout à défendre une démocratie qui nous ressemble. Merci, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. En tout cas, merci pour ce beau mot de la fin. En tout cas, j'ai retenu à travers cela la participation citoyenne. Je pense que la démocratie substantive ne peut être concrétisée qu'à travers justement la participation citoyenne. Et cette participation citoyenne, aujourd'hui plus que jamais, nous avons les moyens, nous avons les outils, nous avons les recherches. Aujourd'hui, tout est facilité. Nous pouvons en tout cas asseoir cela avec beaucoup de responsabilités, bien sûr, parce que souvent, il faut le reconnaître, nos prises de parole, on a souvent tendance aussi à indexer les gouvernants, mais aussi souvent aussi nos prises de parole ne sont pas toujours responsables. Donc, il faut qu'on arrive à faire la part des choses et en dehors de ça, je crois aussi que nous ne devons pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc, ce n'est pas tout, en tout cas, du legs du système démocratique occidental qui est totalement faux, qui est en porte-à-faux, pardon, avec nos valeurs, comme je le disais tout à l'heure, en tout cas pour que certains chefs militaires, hein, certains putschistes comme on les appelle, ou dictateurs, parviennent au poste où ils sont, il y a eu aussi des consensus entre eux, il y a eu le dialogue entre eux pour que cela parvienne. Et lors de tous les processus, en tout cas, qu'ils ont engagés, le seul peut-être, c'est au niveau de la répression des populations pour maintenir là aussi leur pouvoir. Mais lors de tous ces processus, en tout cas, si vous regardez, il y a des fondements et des principes démocratiques qui sont là. Donc, je pense que ça doit nous servir à faire des ponts entre les sociétés
et non justement à briser ces ponts. On peut aller explorer ce qui se fait de mieux ailleurs et l'appliquer chez nous. Je ne pense pas que ça puisse être préjudiciable. L'essentiel, c'est de maintenir en tout cas le dialogue. Et on l'a vu, chaque fois que le dialogue a été maintenu de façon, je dis bien, responsable, on parvient toujours en tout cas à faire bouger des montagnes. C'est mon mot de la fin et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci Fadwa, merci Samira. Alors à toutes et à tous, au cours de cette année jusqu'au mois d'octobre, comme il a été souligné d'entrée de jeu, les spécialistes exprimeront leur conception de l'univers démocratique, des témoignages étonnants aux analyses poussées qui démontreront que la démocratie ne doit plus seulement être prise comme dans le seul cadre électoral, mais dans une dimension davantage substantive. Je vous remercie pour votre présence avec la collaboration de la Régie de la communication de la Fondation. Nous vous disons merci et nous espérons que vous nous suivrez sur nos canaux sociaux pour d'autres challenges dans ce sens. Je vous dis merci et à très bientôt, le 25 avril, autour des questions de démocratie avec la présence de la conférencière Rose Ndengue du Canada. Merci et bonne soirée à toutes et à tous. Merci. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.